Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va regarder comment, à partir d'un schéma avec un microcontrôleur et ici en l'occurrence un STM32, de la série F4, comment on fait pour déclarer toutes les pins finalement, tous les GPIO, l'USB, enfin tout ça quoi, au niveau de STM32 CubeIDE. Voilà. Donc je vais me mettre comme ça et je vais positionner le schéma, le schéma comme ça pour que je puisse avoir en vue le microcontrôleur et je vais donc lancer STM32 QIDE. Donc le voici. Voilà. Alors la première fois donc on va créer un projet STM32. Voilà. Donc il va chercher plein de trucs. Et ensuite il va nous ouvrir une sorte de wizard dans lequel on va lui indiquer, voilà. Là, il faut qu'on lui indique la référence de notre STM32, de notre microcontrôleur. Bah, je ne connais pas par cœur, donc je vais double-cliquer ici. Je vais faire CTRL-C. Je reviens ici, je la mets ici. Voilà, je prends celui-ci. Et voilà, et donc là, je sélectionne ici. Je dis voilà, c'est celui-ci que je vais utiliser dans mon projet. Et je fais Next. Il me demande un nom de projet. Donc là, on va l'appeler F2. Là, il me dit qu'il y a déjà un projet F2. Donc, ok, je vais mettre F2 bis. Voilà. Il va mettre ça ici. Et là, on change rien du tout. Et je fais Next. Là, je lui dis copie uniquement les fichiers nécessaires. Les librairies nécessaires. Voilà, c'est bon, je fais Finish. Et là, il va créer complètement le projet. Donc, on voit ici qu'il a déjà créé le nom. Et ce qu'il va faire maintenant, c'est générer toute la structure du projet. Voilà. Voilà. Donc, ce fichier qu'il a ouvert là, en fait, il est ici. Donc, si par exemple je ferme et je double-clique, voilà. Ok. Donc là, il nous présente le microcontrôleur. Donc c'est bien le STM32 F401 RET6. Un LQFP 64 pins. Voilà. Donc je vais... je sais pas si je peux faire ça. Si, ouais, je peux le faire. On va se mettre comme ça. On va commencer doucement. On va déclarer les pins là, donc les segments A, segment B, enfin toutes ces pins là déjà qui sont sur le PA0 jusqu'à PA7. Et comment je fais? Ben voilà, ici, je clique ici. Et là, c'est une sortie, c'est un GPIO sortie. Ça va piloter une LED du segment. Donc c'est une sortie en fait. Donc je vais dire que c'est une GPIO output. Voilà. Et ensuite je vais faire un clic droit et je vais mettre un nom. Là, moi je mets toujours le même nom que sur le schéma. Parce que pour se retrouver, pour comprendre, c'est plus simple. Donc je fais entrer et là il met le nom ici. Je fais la même chose, donc GPIO output, clic droit, et là c'est seg B. Seg B. Voilà. Ensuite, pareil, c'est une sortie. Et là, je dis que c'est le segment C. Seg C. Voilà. Ensuite, PA3, c'est seg D. Ok. Donc, tac. C'est une sortie. Clic droit. J'entre un label. Et segment D. Voilà. Ensuite, après PA4, c'est aussi encore une sortie. Et ça va s'appeler donc seg E. Ouais, seg E. Et après, ça va être seg F. Output. Après le E, c'est le F. Ensuite, PA6, c'est le G. Donc, c'est encore une sortie. Clic droit.
segment G. Très bien. Il nous reste le DP. DP, c'est en fait le point qui, sur l'afficheur de 7 segments, c'est le point qu'on peut afficher ou pas. Eh ben, je vais faire ça. Sur le schéma, c'est écrit quoi? DP, donc je vais mettre DP. Enter. Voilà. Donc là, on vient de déclarer toutes ces pins là. Donc c'est des GPIO donc en sortie. On a déclaré en sortie, on a mis un nom. Donc là, on est très content. On reste toujours sur l'afficheur 7 segments et on va déclarer maintenant la sélection des digits. Donc le dig 1, on l'a sur PB10. Le voici. Donc c'est aussi une sortie. Clic droit, Enter. Et là je vais mettre donc dig 1. Voilà. Ensuite PB2. Alors, ah bah, il est juste à côté. Mais si par exemple vous ne savez pas où est-ce qu'il se trouve, on peut se mettre ici et taper PB2. Voilà, et clignote. Donc c'est aussi une sortie et on va lui. Donc c'est le dig 2. Dig 2. Voilà. Dig 3, il est sur PB1. Ok, donc c'est une sortie aussi. Voilà. Dig 3 et PB0, c'est une, oui c'est ça, une sortie, et on va lui mettre dig 4. Voilà. Pour le s'agissant donc de l'afficheur 7 segments, ben, tout est nickel. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est les LED. On va faire tous les GPIO, enfin toutes les pins qui sont simples en fait. La LED 1 est sur PC3, donc c'est une sortie en fait. PC3 c'est bien ici, et c'est une sortie. Je fais donc LED 1, donc je mets le même nom que sur le schéma. PC1 c'est une sortie, et on va dire que c'est LED 2. Voilà, LED 2. Ok. Alors, ok, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, il reste encore beaucoup de choses. On va faire ce côté-là, parce qu'on a encore des GPIO simples entre guillemets. C'est celle-ci là, c'est celles qui vont vers le moteur, le contrôle du moteur pas à pas. Donc dire la direction, c'est une sortie, parce qu'on voit la flèche en fait qui sort du microcontrôleur, donc c'est une sortie. Et là on verra qu'après on va faire une entrée. Alors PB15, donc il est là, c'est une sortie. Clic droit et dire, voilà. Ensuite sur PB14 ici, c'est index, c'est une entrée cette fois-ci, donc GPIO input. Et là, donc pareil, je mets index. Voilà. PB13, c'est aussi une entrée, donc input. Enter. Et là, c'est quoi? C'est error. Voilà. Ensuite, PB12, c'est une sortie. On voit que la flèche sort du microcontrôleur, donc GPIO output. Et ça s'appelle drive enable, drv underscore enable. Très très bien. Maintenant on va faire, bon, on n'a qu'à faire le bouton plus BP moins, ok, etc. Ok, alors allons-y. PC10 le voici, c'est une entrée, voilà, et ça s'appelle BP underscore plus. Ok. PC11, on a toujours input. Qu'est-ce qu'on a? On a BP min, BP underscore min. Voilà. PC12, c'est une entrée aussi. C'est BP, ok. Voilà.
Et normalement, il y en a un autre, c'est Escape, annuler, BD2. Bah, il est juste à côté, dis donc. Input. Alors, hop. BP Escape, ou annuler. Alors, en fait, là, vous voyez que les 4 boutons sont tous l'un à côté de l'autre. Bah, c'est fait exprès, hein. Parce que au niveau du routage, c'est toujours simple d'avoir par exemple les pins l'une à côté de l'autre. Ça facilite pour le routage. Pareil ici pour le segment. Elles sont pas très loin l'une de l'autre. Donc c'est pour ça en fait que le fait que les 4 boutons là sont l'un à côté de l'autre, c'est pas du hasard. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme GPIO simple? Ah bah on a la lettre de statut, PC13. Alors PC13, la voici. Donc c'est une sortie. Alors, clic droit, Enter, LS. Voilà. Ah bah oui, j'ai oublié le step qui va avec les autres là. Pour le commande du moteur pas à pas. Et là pareil, regardez pourquoi step il est de ce côté-ci et les autres sont de ce côté-là. En réalité, ils sont l'un à côté de l'autre. Parce que regardez la pin, c'est la pin numéro 37. Et dire c'est 36. Donc voilà, c'est juste que c'est pas le même port. Hein. Ceux-là ils sont sur le port B et celui-ci, ce signal est sur le port C. Mais c'est surtout la pin qui est importante pour qu'il soit à côté pour faciliter le routage. Alors PC6. PC6 le voilà, donc c'est une sortie, voilà, et on va mettre step, voilà. Alors est-ce qu'on a fait les pins qui étaient simples? Ouais, ok, maintenant on va passer aux pins sur lesquels il n'y a pas de GPIO, mais il y a des fonctions un peu particulières, un peu spéciales. Par exemple, on n'a qu'à commencer par l'UART. C'est ce qui permet d'envoyer des messages sur un hyperterminal sur un PC. TX et RX. Là, ce qu'on a sur 58 et 59, c'est une UART. Donc c'est PB6, PB7. Ok, je viens ici. Donc PB6, je clique droit. Donc PB6, là c'est TX, transmission. Donc je vais prendre UART 1. Donc on sera sur l'UART 1, TX. Ensuite, PB7, bah, c'est la réception. Donc je me mets là. Réception. Alors, là on observe quelque chose, c'est que avant toutes les pins étaient en vert. Ça veut dire qu'on les utilise et elles sont paramétrées. Par contre ici, on les utilise mais elles ne sont pas paramétrées. C'est pour ça que c'est jaune. Qu'est-ce qui n'est pas paramétré sur ces pins? C'est, on va le voir après, c'est la vitesse de transmission. C'est le nombre de bits. C'est ce genre de choses. Donc là, on va déclarer les pins comme ça d'abord, et ensuite on va aller paramétrer les fonctions particulières qui se trouvent sur certaines pins, comme par exemple l'UART. Très bien. Ensuite, on va regarder le SPI. Donc le SPI il est là, SCK1, MISO 1, MOSI 1 et NSS. Alors, NSS, en fait, c'est une GPIO. Hein, on ne va pas demander à l'interface SPI d'activer ou pas le NSS. On va plutôt le faire à la main comme une GPIO. Donc je vais déclarer PA15 en GPIO. Alors PA15, voilà. Tac, tac, tac. Voilà, ici, si je fais ça, eh bien, je dis que c'est le bus SPI qui va activer ou pas la pin NSS. D'accord. Mais moi, je ne veux pas. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, si je change d'avis, je clique dessus et je refais donc GPI output. Et là, je vais lui dire, je vais mettre NSS1.
NSS1 comme ici là, sur le schéma. Alors le NSS, il sert à quoi? Il sert à sélectionner la mémoire externe qu'on a mis en place. Alors je vais vous montrer memory. Voilà, donc c'est le chip select. On l'a ici, chip select. Il faut mettre ce signal à 0 avant d'envoyer des choses. Si il reste à 1, elle ne répondra jamais la mémoire externe. Ok, donc maintenant on va déclarer donc une interface SPI. Alors sur PB5 on a Mozy. Alors PB5 le voici. On devrait avoir Mozy. Voilà. On va prendre SPI1 parce qu'en fait il y en a, je crois qu'il y en a 3, SPI1, SPI3, SPI2. Donc on va prendre le 1. Tac. Là c'est jaune, c'est parce qu'il y a des choses à configurer de ce côté-ci. Ensuite PB4, on a MISO, c'est ça. PB3, on devrait avoir l'horloge. SPI1, S-Clock. Voilà. Très bien. Très bien. Ensuite, de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a? On a le bus I2C. Voilà. PB8, PB9. Alors sur PB8, on a S-Clock. L'horloge, donc PB8. Donc là, ça va être l'interface I2C1, parce qu'il y a I2C2, I2C3, voilà. Voilà. PB9, on a SDA. Voilà, très bien. Donc de ce côté-ci, c'est tout fait. Cette partie-là, on la verra à la fin. Ok, de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a? On a le buzzer. Alors le buzzer, donc je ne l'ai pas encore configuré et je ne l'ai pas non plus configuré en GPIO. Pourquoi? Parce que sur PA9, on va plutôt sortir un PWM. Alors, c'est sur PA9. Donc je me mets sur PA9 et je regarde qu'est-ce qu'on a. On a ici timer 1, canal 2. Parce qu'en fait, le PWM va être généré par un timer. Et ben je vais prendre ce timer là. Voilà. Et je peux même effectivement, pareil, faire Enter et je vais dire, je vais mettre buzzer. Voilà. Alors, si je veux être vraiment rigoureux, il a fallu que je fasse ce genre de choses, par exemple, PWM, comme ça je sais qu'il y a un PWM dessus, d'accord? Mais comme sur le schéma c'est écrit buzzer, alors je vais rester pour le moment cohérent. Mais j'avoue que buzzer PWM c'est mieux. Comme ça on sait que sur cette pin, ben, on a une fonction particulière qui est le PWM. L'USB on va regarder après. On a un convertisseur analogique numérique sur PC4. On a deux canaux, PC4, PC5. Alors PC4 voici. Donc là, eh ben, on a de toute façon on a que l'entrée 14 de la DC1. Ben, on va la prendre. Et je vais la renommer. Et je vais faire CTRL-C. Venir ici. Voilà, donc ça c'est l'entrée 14, mesure de la tension du potentiomètre. Je vais préparer ça tout de suite. Donc sur la PC5, qu'est-ce qu'on a? On a toujours la DC1, donc c'est le module de conversion analogique numérique, le 1, parce que parfois il peut en avoir 2, 3, etc. Et c'est l'entrée 15. Ok. Voilà. CTRL V. Et voilà. Ben en fait, ben on a quasi tout fait, il ne reste plus que l'USB. Ok. L'USB, donc PA12. PA12, qu'est-ce qu'on a sur... Alors... voilà, alors PA12, c'est D+. C'est D positif, quoi. C'est pour ça qu'ici, j'ai DP. USB, OTG, Full Speed, Data+. Donc ça correspond bien à notre plus qui est ici. Donc ben, je prends ça. Ensuite PA11, ben, j'ai D-, D-, voilà. Très bien, ok.
Eh ben, on a tout fait. Il nous manque quelque chose. Là, je vais agrandir un peu ici. Là, ce qu'on a fait, c'est que on a donc déclaré toutes les pins de notre application, qui correspondent à ce que l'on souhaite faire sur notre carte électronique. Mais il faut savoir qu'un microcontrôleur, il lui faut un quartz externe. Un quartz externe, on le voit d'ailleurs, X-in, X-out là, on le voit ici. Voilà. Ça, on pourrait faire une analogie comme un cœur qui bat. Voilà. Et ce cœur, il bat à plus de 26 millions de fois par seconde, 26 MHz. D'accord, c'est rapide. Hein. Donc, X-in, X-out, là, ils viennent ici, sur la 5 et la 6. Donc moi, je viens ici, là, bon, je peux faire ça. Alors, PH1, PH0. Donc, PH1 ici, on a voilà, RCC oscillateur out. Voilà, parce qu'après, on peut cette pile aussi l'utiliser en GPIO. Dans ce cas-là, on utilise un oscillateur interne. Mais nous ici, comme on a de l'USB, comme on a de l'UART, on veut une précision, c'est pour ça qu'on utilise un quartz externe. Donc là, je fais ça, très bien, et sur PH0, et ben c'est input. Donc sur un quartz, on a une entrée, une sortie. Ok. Ensuite, on a cette partie là. Cette partie, surtout SWDIO et SWCLK, c'est ce qui va nous permettre de connecter un debugger sur le microcontrôleur pour qu'on puisse le programmer. Débugger, mettre des breakpoints, ce genre de choses. Donc là, on voit que sur PA13, on a SWDIO. Donc je viens ici. Donc SWDIO. Voilà. Et PA14 qui est ici. On a le clock. Voilà. Très très bien. Donc là, ces pins là, non, ces pins là elles sont fixes. C'est plutôt électrique. Donc il n'y a rien à régler au niveau de STM32Cube, on n'a pas ça. Je vérifie si on a tout fait. Ouais, je crois qu'on est bon. Nous sommes bons. Donc là, le schéma maintenant, je peux le fermer. Enfin, et je vais agrandir ici. Et voilà. En réalité, on va en avoir besoin du schéma déjà dès maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai dit que j'avais un quartz externe ici. Mais mon projet là, il ne sait pas quelle est la valeur du quartz. On a dit que c'était 26 MHz. Donc je viens ici. Je vais dans maintenant système, dans clock configuration. Voilà. Et il faut que je règle ici. Il faut que je mette ici 26. Mais pour l'instant, j'ai beau cliquer, il ne se passe rien, c'est grisé. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut dire au système que j'ai un quartz externe. Et où est-ce qu'on fait ça? C'est dans System Core, dans RCC. Donc on a bien ici le RCC ici. Donc je vais dans RCC. Et le HSE, c'est celui-là. HSE. Donc sur le réglage de HSE, je viens ici et je lui dis que je vais utiliser donc un résonateur, donc un quartz externe. Déjà, il commence à me mettre vert ici. Donc regardez, si je fais disable, il me met en jaune. Donc là, il passe en vert. Et maintenant, quand je vais dans Clock Configuration, voilà, là maintenant je peux. Donc là, je vais dire que j'ai plutôt du 26 MHz. Voilà. Et ensuite, ici, c'est un micro qui peut monter à 84 MHz. D'accord. Alors, on n'est pas obligé à chaque fois de mettre le maximum en fréquence. Parce que si vous êtes sur une application qui consomme beaucoup, ben 84 MHz, ça va consommer beaucoup. Mais nous, ici, comme c'est de l'information, donc je peux mettre 84, je peux être à fond. Je mets 84, tape entrée. Là, il me dit, j'ai pas de solution, j'arrive pas à trouver les bons réglages. Est-ce que tu veux que do you want to essayer d'utiliser d'autres sources? Je fais OK. Et là, donc,
Par contre, il a trouvé quelque chose, mais il faut faire attention, regardez, il a utilisé le HSI. Le HSI, c'est 16 MHz. Moi non, je veux qu'il utilise le HSE ici. Donc je me mets là. Donc voilà, là il me dit à rouge, c'est pas bon, parce que là il est monté à 136 MHz, alors que le max c'est 84. Donc il y a un bouton ici, je fais clock, resolve clock issues. Et là maintenant, on vérifie quand même, 26 MHz, 26, ça sort ici, ça arrive là, 84, je divise que par 84, et là c'est bon. Voilà. Là je viens de régler ce qu'on appelle l'horloge. Ce qu'on appelle l'horloge de toutes les horloges en fait, parce que tous les modules à l'intérieur du microcontrôleur, le timer, l'UART, l'USB, le convertisseur analogique numérique, même les GPIO ont besoin d'une horloge, d'un signal d'horloge, un signal carré, quoi, pour qu'il puisse cadencer, pour que ça puisse fonctionner. Et ben, ce quartz là, il sert à ça. Il sert aussi à exécuter le code, enfin, à l'exécuter à la vitesse de 84 MHz. D'accord. Cette partie-là donc est faite, donc je vais revenir ici. Ensuite, on va lui dire maintenant qu'on souhaiterait débugger. On va mettre un debugger sur donc SWDIO et WCLK. Ça se fait dans Système. Voilà. Donc voilà, debug. Donc là, je vais lui dire que c'est du serial wire. Et paf, ici c'est devenu vert. Voilà. Donc c'est tout. Ensuite, je vais fermer ça. Je vais dans les analogues, ADC1. Et là, je vais lui dire que peut-être que c'est déjà coché. Ah oui, c'est déjà coché. Il y a une 14, il y a une 15. Voilà, ils sont déjà cochés. Ah, c'était déjà vert en fait, c'est vrai. Et toutes celles ici qui sont en violet, je ne peux pas les déclarer. Pourquoi? Parce que sur IN7, peut-être que IN7 c'est PC3, peut-être, et ben je ne peux plus déclarer une conversion analogique numérique parce que je l'ai déclaré en GPIO. C'est ça que ça veut dire en fait, cette couleur. Donc pour la conversion analogique numérique c'est bon. Ensuite les timers on verra après. Connectivity. Pour la connectivity, bon déjà tous ceux qui ont un sens interdit là, ça veut dire que je ne peux pas les déclarer parce que les pins sont déjà prises. Voilà. Nous on a I2C1. Ok, je vais aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc déjà là je vais lui mettre comme fonctionnalité I2C. Voilà. Et là, sur un bus I2C, il y a une vitesse aussi. La vitesse qui est standard, c'est 100 kHz. 100 000 Hz. Voilà, j'ai bien 100 000. Toute cette partie-là, pour l'instant, je ne veux pas y toucher. On verra quand on fera le code. Mais voilà, donc là maintenant c'est devenu vert, parce que je lui ai dit que c'était de l'I2C. On verra pour la vitesse. Ensuite, on a de l'UART. On avait dit que c'était USART1. Ok, je vais ici. Je dis que c'est de l'asynchronous. Ça veut dire quoi asynchronous? Ça veut dire que je peux transmettre et recevoir en même temps. Donc c'est asynchrone. Donc là maintenant c'est passé au vert. Alors la vitesse qu'il me donne par défaut c'est 115 200. Ouais, mais ça me va bien. Ouais, franchement. Sinon j'aurais mis 9006. Voilà. Mais là c'est plutôt 115 200, ça me va bien. Ça c'est la vitesse à laquelle on va communiquer avec le PC. Donc ça je le laisse très bien. Ensuite maintenant on va aller voir le SPI. Donc SPI il est là. Tac. Je lui dis que c'est du full duplex master. Ça veut dire que c'est le microcontrôleur qui va générer la clock pour aller dialoguer avec la mémoire flash externe. C'est lui qui va générer la clock, ce sera lui le maître en fait. C'est pour ça que c'est écrit master. Et full duplex ça veut dire dans les deux sens. Ici pareil, donc ce qui est important c'est le débit. Donc là on est à 2 mégabits. Attendez, je regarde. Ah non, pardon. Là c'est le... où est-ce qu'il affiche le débit? Parce que là on est sur le prescalaire. Attends, si je change ça. D'habitude il affiche le
le débit, mais bon. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça, on verra quand on fera le code en fait. Là, ce qui était important, c'était de lui dire que voilà, j'utilise le mode full duplex master. Après les réglages, on verra quand on y sera. C'est pour ça que maintenant il est devenu vert. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? On a le buzzer PA9. Donc on avait dit que c'est timer 1 CH2. On le voit ici dans le carré gris là. Voilà, c'est TM1 CH2. Ok, je viens ici, donc timer 1. Et le channel 2, le voici. Pour l'instant, il est désactivé. Donc je vais dire que je vais faire génération PWM, enfin PWM Generation, sur le canal 2. Il est vert. Et ensuite ici, il va me demander en fait certaines choses, certains réglages pour la fréquence du PWM, le rapport cyclique du PWM. Et ça, c'est des choses qu'on verra quand on sera dans le code. Ok, il nous reste l'USB. Alors, c'est dans Middleware and Software. Et là... Ah, pardon, non, c'est pas ici, c'est pas ici. C'est toujours dans Connectivity. C'est ici, voilà. Et là, je vais lui dire que c'est un device only. C'est-à-dire que le maître, bah, ça sera le PC. D'accord? Et là, je vais le connecter au PC en fait pour dialoguer avec. Donc c'est un device only. Donc c'est passé au vert. Ici, franchement, il n'y a rien de... Non, pour l'instant, voilà, on n'y touche pas, on verra quand on sera dans le code. Ok, alors normalement, voilà, dans USB Device, maintenant il est affiché. Il y a des réglages qu'on fera, donc c'est plutôt la classe. Quelle classe on va utiliser? Je pense qu'on utilisera la virtual portcom. D'ailleurs, si je fais ça, paramètres setting, bon ça, c'est des choses qu'on verra quand on y sera. Donc je vais laisser sur la classe device, la classe virtual portcom. Alors, avant de générer le code, ici il m'a mis un truc. Il dit attention, il y a quelque chose. Donc je vais aller voir ce qu'il dit. You want to run automatic, hein? Ok, d'accord, je vais rendre automatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'USB, il a besoin d'une fréquence de 48 MHz. Et là, actuellement, les réglages qui sont faits, eh bien, on a 42 MHz. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il y a un problème. Donc je dis, ok, bah vas-y, essaie de le résoudre automatiquement. Voilà, il fait rien, donc je reclique là. Ah bah c'est bon, voilà. Donc vous avez vu, donc au lieu de 84 MHz, il m'indique que le maximum qu'il peut mettre ici dans l'horloge principale, c'est 72 MHz. Et avec cette fréquence, il peut avoir 48 MHz ici. Très très bien. Ok. Je vais... Alors, avant de générer le code, alors comment on génère le code? C'est soit on vient ici on fait générer code, d'accord? Soit on enregistre. Dès qu'on va enregistrer, il va générer le code automatiquement. Mais j'ai des choses à faire dans Project Manager. C'est ici, voilà. Donc là, il rappelle le nom du projet. Ici, on ne change rien du tout, mais c'est dans Code Generator. Moi, j'aime bien générer pour chaque périphérique une paire de fichiers. Donc le C et le H à part. Donc je clique ici. C'est tout. Franchement, il n'y a que ça que je fais. Je reviens ici. Et là, je fais sauvegarder. Et là, il va générer tout le code. Alors, qu'est-ce que c'est que le code qu'il génère? C'est le code de configuration des périphériques qu'on a déclaré. Après, le code d'applicatif, c'est nous qui l'écrivons, bien évidemment. Donc, dans le main, là, donc on voit bien qu'on a donc adc.h, idc.h, sp.h, timer, uart, usb, gpio. Et dans le main, eh bien, il appelle déjà toutes les initialisations de chacun des modules qu'on a déclarés ici. Il appelle toutes les init, etc. Et ensuite il rentre dans la boucle infinie dans laquelle on va mettre notre code
notre code applicatif. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, on va commencer à écrire du code pour tester chacun des modules. Par exemple, allumer une LED, faire clignoter une LED, détecter l'appui sur un bouton, enfin ce genre de choses. On va y aller pas à pas, on va y aller progressivement, jusqu'à arriver à faire, alors, jusqu'à arriver à donner vie. Alors il est en train d'ouvrir, voilà. Donner vie à cette carte. Tac. Voilà, ici on va pouvoir afficher la tension mesurée sur le bouton, sur le potentiomètre. On va mesurer la température donnée par ce capteur. Les boutons poussoirs ici vont nous permettre de faire une IHM, c'est-à-dire que par exemple si je veux régler la date et l'heure, parce que ici j'ai une pile. Ah d'ailleurs on l'a pas vu ça. Alors, on va aller voir tout de suite avant de terminer. Il faut que je lui dise que on va utiliser le RTC interne. Donc je vais dans Timer et là le RTC. Et là je vais l'activer. Je l'active. Et en l'activant, il faut que je revienne dans la Clock Configuration. Alors si j'avais un quartz externe de 32,768 kHz, je l'aurais indiqué. Mais sur le schéma je ne l'ai pas. Donc c'est pour ça qu'on va garder, enfin on va utiliser le 32 kHz interne, même s'il n'est pas précis, parce que vous avez vu celui-ci, en fait tout ce qui est horlogerie c'est 32.768. Là on va avoir 32, bon, on voit bien que le 32 il va vers le RTC. Bon, c'est pas grave. Donc là je viens de faire une modif, il faut que j'enregistre, et donc il va régénérer le code. Il va régénérer le code d'initialisation de ce module. Et donc je disais, on va y aller pas à pas. Donc on affichera des choses ici, on écrira des informations dans les prompts externes, genre la température, la tension du potentiomètre, enfin ce genre de choses. On pilotera un moteur pas à pas qui est ici, voilà. Et le driver il est ici, on va piloter le driver avec le microcontrôleur bien évidemment. On aura une communication USB avec le PC, on aura ici une communication UART avec un hyperterminal, on branchera ici le debugger. On viendra mesurer tout ce qui est conversion analogique numérique. Non seulement on a le potentiomètre, mais aussi on a un composant ici qui permet de mesurer le courant consommé par le moteur. Donc on pourra l'afficher ici et l'envoyer vers le PC, soit en UART, soit en USB. On a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. On fait ça par étapes. Je vous dis à la prochaine vidéo.